Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle interview avec le comédien Damien Boisseau. Bonjour à toi. Bonjour. Donc avant de commencer les questions un petit peu sur le métier en général et sur ton expérience, je vais te laisser te présenter assez rapidement. Oh bah écoute, euh, donc je m'appelle Damien Boisseau, je suis comédien. Voilà, je fais pas mal de choses, pas mal de théâtre. J'ai tourné un peu aussi, mais c'est vrai que bon, et c'est pour ça que t'es venu me voir. Je fais surtout beaucoup de voix, et donc l'essentiel de mon activité, c'est vrai, c'est avec ma voix. Voilà. Ben, enfin, mais je suis comédien. J'étais au théâtre là avant qu'il y ait ce problème de crise de confinement, chacun chez soi. Euh, donc voilà. Et puis j'ai démarré maintenant il y a très longtemps, quoi. Ça fait, alors j'ai commencé jeune, donc j'ai un parcours un peu particulier. Voilà. D'accord. Justement, bah, c'est la question qui suit un petit peu. Comment est-ce que toi, du coup, t'es arrivé dans ce milieu du doublage? Écoute, donc moi je suis d'une famille de trois garçons, donc j'ai un grand frère, je suis au milieu, j'ai un grand frère, un petit frère, j'ai un grand frère qui a tourné quand il était enfant. Ouais. Mes parents sont pas du tout dans le métier, mais mon grand frère a tourné. Et à la suite de ça, il est venu se post-synchroniser. Tu sais qu'il y a de la post-synchro, voilà. Et en se post-synchronisant, il a rencontré des gens du doublage. Je crois que ça s'est fait comme ça, qui l'ont repéré, parce qu'il y avait très peu d'enfants à cette époque qui faisaient du doublage. Et puis moi, étant son petit frère, je l'ai suivi sur les plateaux. Et c'est comme ça que... Puis moi aussi, j'ai tourné quand j'étais enfant, tout ça. Mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le milieu du doublage. D'accord. Et justement, par rapport au fait que tu aies commencé le doublage enfant, du coup, la question qui peut se poser, c'est bah, du coup, comment est-ce que toi tu faisais pour gérer un petit peu ce côté comédien enfant, donc il devait certainement déjà faire beaucoup peut-être de théâtre ou Non, d'apparitions alors... à Ouais. la télé peut-être, et puis faire du doublage derrière? Non, franchement, quand on était enfant, avec mes frères et avec ma mère, qui essentiellement c'est elle qui nous amenait sur les plateaux, c'était une distraction. Ouais. De toute façon, c'est un métier de distraction, c'est un jeu, voilà. Donc, on tournait, on faisait des films et on faisait du doublage, mais de la même façon que certains allaient en cours de tennis, nous on Ouais. allait le mercredi faire un doublage ou D'accord. passer un casting, et puis si on était pris, on faisait un film. C'était un milieu quand même qui fait rêver. Et même quand t'es enfant et que tu te retrouves pris sur un téléfilm ou un grand film, je parle même pas de doublage là, je parle d'aller tourner. C'est un monde magique. Hein. À l'école, je me souviens que tout le monde savait qu'on était des enfants qui faisaient du cinéma. On était un peu Ouais. les pas les stars du tout, mais les bêtes un peu bizarres. Ah, tu fais du cinéma, tout ça. C'est Ouais, d'accord. un milieu qui fait rêver. Donc nous, c'était vraiment une distraction. Hein, avant que ça devienne vraiment avant que ça devienne une envie d'en faire ma profession. Au départ, c'est vraiment un amusement d'enfant. D'accord. Justement, du coup, à quel moment tu t'es dit ça va devenir mon métier, ou en tout cas une partie de ton métier, le doublage? Euh, Écoute, j'ai été jusqu'en terminale, j'ai passé mon bac. Ouais. Euh, j'ai pas mal travaillé pardon, jusque la troisième. Après seconde, première, terminale, j'ai pratiquement plus rien fait parce que donc j'étais au lycée, quoi. Ouais. Et après bac, je suis parti dans des études qui m'ont vite ennuyé. Je me suis dit, mais Ouais. qu'est-ce que je fais? C'est pas ça du tout. Je m'étais inscrit dans une troupe de théâtre à l'école, une troupe de collège, mais qui était super et qui m'avait donné la passion du théâtre en plus. Donc après, au bout d'un an, si tu veux, j'ai arrêté mes études. Enfin, j'ai continué une fac d'études théâtrales, histoire d'avoir l'impression de continuer des études, mais j'ai commencé à prendre des vrais cours de théâtre et j'ai retoqué à la porte du doublage et à mon agent en disant, bah en fait, j'ai envie voilà, je vais en faire mon métier, et on m'a rouvert les portes tout de suite. Ouais, d'accord.
Du coup, pour la prochaine question, ça va être assez intéressant d'avoir ton point de vue, parce que toi, du coup, tu as commencé le doublage enfant, donc il y a quand même pas mal d'années, sans vouloir trop Non, non, oui, bah, te vieillir je ou quoi. ne vieillis pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, du coup, alors il y a eu les progrès techniques forcément qui ont changé la donne, mais on entend de plus en plus souvent que le doublage va de plus en plus vite, donc il y a la productivité pardon qui augmente, etc. Sans parler de la technique aussi qui évolue. Mais que ça, du coup, ça peut aussi jouer sur la qualité du rendu final. On entend aussi souvent qu'on est de plus en plus seul devant la barre, etc. Enfin, que bon, le doublage a tendance peut-être à aller dans des directions qui sont un peu moins artistiques, si je peux dire ça comme ça. Oui. Toi, est-ce que du coup, tu as ressenti cette évolution du coup depuis ton plus jeune âge Oui, bien sûr. Disons, c'est pas que c'est moins artistique, c'est que c'est un peu moins artisanal entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que c'est une évolution de la société entière. Si tu veux, tout va plus vite, il faut aller plus vite. La technologie a transformé complètement, a changé la donne. Donc oui, évidemment que je l'ai vu cette évolution. Si tu veux, ça n'a vraiment plus rien à voir avec quand j'ai démarré enfant. Hein. D'abord, quand j'ai démarré enfant, le travail était encore ce qu'on appelait à la boucle. C'est-à-dire que les films, d'abord, il y avait très peu de séries télé. Enfin, si, il y en avait, mais bon. Mais tout était découpé en bobino, en petites boucles. C'est pour ça qu'on appelait ça une boucle. Et la boucle, elle tournait, on chargeait une boucle. Donc, on chargeait, je sais pas, 1 minute de film. Donc, qui passait comme ça, 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Imagine le temps que ça prenait, on voyait, machin. Quand tu te trompais, fallait rembobiner. Bah non, tu pouvais pas rembobiner, ça tournait. En fait, ça tournait, c'était un truc qui tournait en permanence. Donc tu devais aller jusqu'à la fin, paf, ça repartait au début. Tu écoute, non mais ça prenait, ça n'avait rien à voir. Voilà. Après, il y a eu la bobine, mais c'était encore de la magnétique. Et puis alors, c'est avec l'ère du numérique que tout a explosé. Voilà. Et puis il y avait pas de piste au tout départ. Maintenant, t'imagines, c'est, je sais pas, on peut mettre 650, j'en sais rien, j'y connais rien, mais voilà. Donc oui, ça. Écoute, d'un certain point de vue, ça a changé la donne, ça fait gagner du temps. Techniquement, ça fait gagner du temps. Ce qu'il faut pas, c'est que artistiquement, on ait envie de gagner encore du temps, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, si la technique va plus vite, tant mieux, mais artistiquement, il n'y a aucune raison d'aller plus vite. Or, c'est vrai que, alors là, c'est pas à cause de la technique, c'est la société qui est comme ça, et c'est la demande des clients et tout ça. Il faut aller de plus en plus vite. C'est-à-dire que tout est livré au dernier moment. Et donc, à peine c'est livré, il faut déjà que ça soit enregistré, renvoyé. Enfin, ça devient ridicule. Les délais sont. Donc oui. Ils sont de plus en plus. Oui. D'ailleurs, j'ai une question qui m'est venue comme ça là, en t'écoutant parler. Est-ce que tu as vu aussi peut-être une évolution sur, notamment dans les films et les séries, sur comment dire ce qu'on vous laisse voir à l'image quand on double? Est-ce que toi, à une certaine époque, t'en voyais peut-être plus? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que, quasiment dans les gros films, surtout, tout est flouté ou tout et tout est barré, et que du coup, on voit que les bouches, ou en tout cas très peu de l'image. Oui, alors que les bouches, c'est vraiment pour les gros films ultra confidentiels, ultra secrets. Ils ont tellement peur qu'il y ait la moindre fuite qu'ils t'envoient une copie où il y a que les bouches, ce qui est vraiment insensé, quoi. Mais bon. Après, la qualité des images, oui, est médiocre maintenant, parce que c'est qu'une peur de la fuite, hein. Une peur de la fuite, d'une copie qui, voilà. Bon, moi, si tu veux, moi en tant que comédien, tout ça m'agace énormément. Donc évidemment que c'est 100 fois plus agréable de travailler sur une vraie copie, une vraie image, tout entendre, tout voir bien. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on nous donne une mauvaise copie, si tu veux, c'est un peu un déni de notre travail, parce que nous on se base sur ce qu'on voit et ce qu'on entend. Alors, si on voit rien et qu'on n'entend rien, ça va pas être facile. C'est de plus en plus dur, oui, en effet. Voilà. Avant de passer un petit peu à tes rôles en doublage, etc., j'aimerais parler un petit peu de la voix off, parce que tu fais aussi pas mal de voix off, donc, que ce soit en publicité, en documentaire. C'est, je trouve, une facette du métier, notamment quand c'est des comédiens qui le font, dont on parle assez peu finalement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette facette du métier de la voix, et surtout nous expliquer un peu les différences avec le doublage, parce que c'est quelque chose que les gens qui ne s'y intéressent pas peuvent confondre un peu. Oui, alors le doublage, c'est
c'est le vrai métier de comédien, si tu veux. Ouais. C'est le principe d'interpréter des rôles. Alors, c'est pas toi qui es à l'image, mais tu interprètes le rôle de la même façon derrière ton micro. Voilà. Ouais. Donc, alors que la voix off, si tu veux, c'est de raconter un documentaire, c'est-à-dire faire la narration d'un documentaire ou faire une voix off sur un institutionnel, un site web où tu dis bonjour, bienvenue sur le site web. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est de la voix. Je dis pas qu'il faut pas être comédien, bien sûr, c'est d'autant plus, c'est très bien d'être comédien, mais je veux dire, pas que. Ouais. À la limite, il y a des gens qui peuvent raconter très très bien les histoires, très bien parler, très bien, ce qui n'a rien à voir avec incarner. Je veux dire, quand tu fais une narration de documentaire, tu peux y mettre ta vérité, tu racontes l'histoire. Donc, tu mets forcément, on met toujours de sa personne dans tout ce qu'on fait. Mais je veux dire, on te demande pas d'interpréter un personnage. Tu vas pas te mettre à pleurer en racontant une histoire. Je prends exprès des cas excessifs, extrêmes. Oui. Mais ou te mettre à, tu peux y mettre, si tu veux, tu peux y mettre une certaine sensibilité, évidemment, quand tu racontes quelque chose, mais tu n'es pas en train d'interpréter un personnage, voilà. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard, je pense, parce qu'il faut une certaine maturité. Quand tu es jeune, si tu veux, on te demande pas de faire de la narration de documentaire, c'est avec l'âge que je pense que ça vient, avec une sorte de maturité. Il y a aussi que c'est pareil, les codes ont un peu changé. Pendant très longtemps, on voulait des voix très graves pour raconter les documentaires. Ouais. Maintenant, pas forcément. D'abord, il y a de plus en plus de femmes qui racontent les documentaires, et c'est très bien. Et puis, ils veulent des voix qui soient pas forcément des voix graves. Ça peut être, ils veulent des voix jeunes de temps en temps, tout ça. Ouais. Voilà. Moi, j'adore. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire de la narration de documentaire. Voilà. D'accord. Du coup, on va passer un petit peu à certains de tes rôles, en tout cas pour en parler assez grossièrement. T'es très actif dans le doublage live, donc cinéma, série, etc. T'as quand même un CV assez balèze quand même. Oui, parce qu'il a démarré il y a longtemps, tu sais. Ouais, et puis surtout en termes d'acteurs, je dirais connus entre guillemets. T'as quand même Matt Damon que tu doubles depuis moultes années. Edward Norton aussi, James Marsden notamment, Patrick Dempsey ou encore Nikolai Coster-Waldau si je le prononce bien. Ouais. Pour ne citer que du coup, parmi les acteurs soit que j'ai cités ou même d'autres que tu dois faire dans ton métier tous les jours, est-ce que t'en as un ou plusieurs que vraiment tu apprécies beaucoup doubler, ceux avec qui tu penses avoir vraiment une bonne connexion, une bonne énergie Eh ben, ça a tendance à changer un peu, à tourner. Ouais. C'est assez marrant. Écoute, aujourd'hui, je dirais qu'à la limite, celui que... Non, mais je veux dire, par exemple, celui qui est le plus facile pour moi à doubler, je pense que c'est par exemple James Marsden. Ouais. Mais il est un peu moins connu que les mégastars. Ouais, bien sûr. Encore que lui, c'est une star pour moi. Il se débrouille quand même pas mal, oui. Ouais, bah bon. Mais après, Patrick Dempsey, logiquement, je comprends assez facilement tout ce qu'il fait. Ça m'est assez facile de le doubler, logiquement, voilà. Après, les autres me demandent un peu plus de travail, mais j'adore les... Norton et Matt Damon, il faut que je les trouve, ça dépend de ce qu'ils font, ça peut me demander un peu plus ça peut être plus difficile parfois pour moi de les attraper, mais j'adore les doubler. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça change, c'est drôle parce que je suis passé par des étapes. J'ai eu une période où j'avais du mal à doubler Matt Damon, je ne sais pas pourquoi, je préférais Norton, puis après ça s'est inversé. Ouais. Après j'ai eu toute une période là où j'étais vraiment à l'aise sur Matt Damon, ça se passait bien. Mais tout ça c'est des impressions, c'est très personnel. C'est des choses que ça tient à pas grand chose. Des petites subtilités, voilà, c'est dans le travail parfois, tu es agacé parce que tu n'arrives pas à rendre, à donner le rendu que tu voudrais, quoi, voilà. D'accord. D'ailleurs, concernant Edward Norton, j'ai remarqué que du coup tu le doublais dans tous ses films depuis Larry Flint. Et le seul film, en tout cas de ce que j'ai vu, dans lequel tu l'as pas doublé, c'est comment il s'appelle, Jason Bourne, l'héritage, du coup. Oui.
Et du Oui, coup, alors, mais ça, c'est une demande de. du coup, Bon, oui. j'imagine que ça doit être lié par rapport au fait que Jason Bourne, normalement, c'est Matt Damon et que du coup, tu doubles Oui, c'est Matt ça. Damon. C'était une demande c'était une demande du client, Ouais. du distributeur. Ils ont hésité, je crois. Je sais pas trop. On m'a dit que. Ouais. On m'a fait comprendre que, si tu veux, les gens, s'ils regardaient les films à la suite, Ouais. d'un coup, ils ce allaient serait retrouver la voix de celui Ouais, qui a ouais. doublé Matt Damon sur Edward Norton dans un film. Certes, il n'y a pas Matt Damon, mais Ouais, si tu ouais. veux, ils ont pensé que dans la continuité, il valait mieux Ouais. changer de voix pour pas déranger le spectateur. Voilà. Ça pouvait c'est tout à fait justifiable. De toute façon, moi, j'ai pas mon mot à dire. Je veux dire, hein, c'est eux qui Oui, non, mais- c'est le client qui décide. Bien sûr. Je pense que ça aurait pu. Enfin, bon. Moi, c'était tout à fait justifiable. Moi, je pense que ça aurait pas été un problème que je le double, parce que je crois Ouais. que les gens. Je suis pas sûr que je veux dire, je crois que le physique l'emporte plus sur la voix. C'est-à-dire que Ouais. on oublie, on se dit pas, bah, c'est la voix. Enfin bon, mais peut-être que je peux me tromper, quoi. Ouais, ouais. Moi, je l'aurais remarqué, mais Non, mais les gens qui connaissent bien les voix. oui, voilà, les gens Oui. qui connaissent bien les voix l'auraient remarqué. Après, quand Mais est-ce que c'est si gênant que ça? Bon, enfin, Je bon. pense pas, je sais pas. Bon. Mais En d'ailleurs, tout cas, c'est c'était marrant. tout à fait. C'est d'ailleurs assez marrant cette histoire de continuité, etc. Parce qu'en fait, il y a eu une autre saga où justement, en fait, ça s'est passé où justement tu as doublé un personnage comme ça qui était justement aussi dans. Enfin, c'est très mal expliqué. Ce que je veux dire, en gros, si tu veux, dans la saga X-Men. Je sais Ouais. pas si tu te souviens, donc t'avais doublé James Marsden Oui. sur Cyclope. Et en fait, si tu veux, après, t'avais doublé. Comment il s'appelle il faut que je retrouve la question parce qu'elle était un petit peu plus tard, mais je vais la retrouver. Tu avais doublé. Et je vais te dire que j'ai doublé. Nicolas Hoult, voilà. Oui. Du coup, qui faisait le fauve. Du coup, c'était Oui. dans la même saga, mais dans le passé. Du coup, ils sont. Bah, je sais pas qui a choisi ça, ça doit être le client, je sais pas. Ils se sont dit, bon, bah, on va mettre Damien Boisseau sur le fauve. Écoute, je sais. Alors que c'est dans la même saga, finalement. C'est dans Oui, la même oui, continuité. absolument. Non, je pense que si tu. Bon. Je pense que si tu veux, la personne qui s'occupait des X-Men, qui était un monsieur de l'ancienne époque, entre guillemets, j'allais dire, et donc pour lui, ça n'avait absolument aucune importance qu'un comédien puisse faire. Parce que moi, je savais pas, quand Ouais. il m'a convoqué, je me suis dit, bah, il me convoque sur les X-Men, mais je me suis dit, mais j'ai déjà fait. J'ai déjà doublé un personnage, je trouvais ça curieux. Oui, Mais oui. lui, il me dit, mais c'était l'ancienne école, si tu veux. C'est-à-dire Ouais. que les voix étaient pas si, pour lui, n'avaient pas tant d'importance que ça. Enfin, elles en avaient, mais je veux dire, pour lui, le spectateur va pas faire attention. D'accord. Donc, pour lui, c'était pas important, ça. Ouais. Et bon, le client l'a accepté. Enfin, je sais pas. Enfin, ça a été accepté. Ouais, ouais. Mais si tu veux, maintenant, c'est vrai que avec ce qui se passe aujourd'hui, le fait que le doublage prend de plus en plus d'importance, qu'on en parle et tout ça, et qu'il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent les voix, bah effectivement, ça peut Oui, paraître un aujourd'hui, peu bizarre. on le remarque ouais, plus facilement. Mais bon, est-ce que c'est si gênant que ça? Après, c'est effectivement pas si gênant que ça, parce que bon, ça reste quand même des timelines très différentes Voilà. dans le sens où c'est dans le passé, donc ça n'a pas trop d'importance. Heureusement, en tout cas, que les deux personnages ne se rencontrent pas. Mais Ça, c'est. Mais- Ça aurait été peut-être un peu bizarre, mais sinon, Non, oui, bah, techniquement, oui, c'est oui. pas trop gênant. Non, mais c'est vrai que si tu veux, si c'était à refaire, je pense que il faudrait pas refaire ça. Mais maintenant, Ouais. voilà. Quand on suit beaucoup d'acteurs, comme tu le fais toi en doublage sur aussi longtemps, est-ce que la question de vouloir les jouer de manière différente se pose? C'est-à-dire que est-ce que tu vas vouloir jouer par exemple Matt Damon d'une certaine manière et surtout ne pas la jouer exactement pareil sur Edward Norton ou sur encore d'autres acteurs? Est-ce que tu essaies un minimum de modifier ton jeu, ta voix? Oui, alors, écoute. Non, alors oui et non. Modifier sa voix, c'est pas tout à fait ça en fait, parce que si c'est du dessin animé, oui, on modifie Ouais. sa voix, mais si tu veux sur un humain, sur un film, Ouais, sur du live c'est plus compliqué. sur du live, tu vas pas d'un seul coup prendre une voix, enfin, Non. sauf si c'est caricatural, mais je veux dire, Bien donc, sûr. donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu veux, nous, quand on est en train de doubler un film et quand on double un acteur, on s'adapte à ce qu'il fait, Ouais. on s'adapte à ce qu'il joue, on s'adapte à ce qu'il représente, ce qu'il dégage, et c'est ça qui nous porte en fait, c'est ça qui nous dirige. Ouais. Au-delà de savoir les intentions que l'acteur a jouées, les émotions qu'il met, tout ça, c'est effectivement faut percevoir
qu'est-ce qu'il joue, quelle est la situation de la scène, qu'est-ce qui était en train d'être joué. Ça, c'est une première chose. Et après, de la même façon que lui, il a composé à l'écran un personnage, peut-être qu'il a des manières, des machins, il s'est créé un personnage qu'il a fait naître en lui. Toi, tu es porté par ce que l'acteur dégage, et du coup, tu modifies des choses en toi pour t'adapter à lui. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec savoir que je dois rire à tel endroit, me mettre en colère ici. Ça, c'est la base du jeu. Donc, c'est juste que toi, tu t'adaptes à ce que tu vois à l'écran, à ce que dégage ton acteur. D'accord. Et donc, tu modifies forcément des choses en toi dans l'interprétation de ton personnage, en fait. Ouais, ça vient naturellement, tu te poses pas spécifiquement donc ça, la question. Absolument. Alors après, quand tu as fait 15 ans, 20 ans que tu doubles, 30 films que tu fais du même acteur, tu le connais très bien, tu connais son jeu, même s'il fait des compositions et tout ça, tu le connais. Tu connais ses intonations, tu connais son état de... Tu sais ce qui marche sur lui ou pas, et tu as l'impression que tu le connais bien, et donc que c'est plus facile pour toi d'aller le doubler, parce que il y a un travail de recherche qui se fait moins. Donc tu sais qu'il y a des choses qui fonctionnent sur un acteur et qui fonctionnent pas sur un autre acteur. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, mais tout ça, tu sais, c'est intuitif. C'est avec l'expérience, avec le temps que tout ça vient. D'accord. Alors, quels sont les acteurs que tu as doublés à quelques occasions, du coup, donc ceux que tu doubles moins, que tu as peut-être parfois doublé qu'une fois ou deux, mais qui te manquent, entre guillemets, ceux que tu aurais peut-être aimé suivre plus, par exemple. Ouais. Si tu en as. Oui, non, mais je suis pas à plaindre parce que tu sais, je double. J'ai de la chance, je double beaucoup d'acteurs. On m'en a confié beaucoup, j'en ai gardé beaucoup. Il est normal, si tu veux, au bout d'un moment, que les acteurs devenant certains acteurs devenant des stars ou assez connus, il est normal de partager. Enfin, je veux dire, tout le monde peut pas doubler. Oui, bien sûr. Non, parce que j'en ai doublé énormément. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, fut une époque. Tous les acteurs de ma génération, je sais pas pourquoi, je crois que je les ai à peu près tous doublés. Ouais. On me les donnait, mais au bout d'un moment, alors il y en a que j'ai adoré doubler, mais il me semble normal qu'au bout d'un moment tu peux pas doubler. Ouais, tout le monde. C'est pas possible. Bah non, il faut bien sûr. Sinon tu vas avoir la même voix, même si les gens font pas toujours le rapport. Déjà, je pense que j'en double pas mal. Ouais. Il est normal que tu t'en perdes certains, quoi, si tu veux, et que voilà. Je pense qu'il y ait du travail pour tout le monde et que tout le monde puisse voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a certains que j'ai perdus et que j'adorais doubler. J'ai doublé. Son nom va m'échapper évidemment là, mais. Je sais que t'as pas mal doublé Johnny Depp à ses débuts. Ouais, alors Johnny Depp c'est un cas particulier. Parce que j'avais fait oui, mais tout le monde l'a doublé Johnny Depp. Si tu veux. Il a été doublé par beaucoup de gens. Moi, je l'ai doublé dans 4 films, si je me souviens bien. C'est déjà pas mal en fait. Hein. Mais en fait, j'étais. C'est un acteur qui me faisait peur, que j'avais du mal à doubler. Ouais. Et donc, c'est un peu de ma faute. Enfin, oui et non, parce qu'après, maintenant, c'est Bruno Choel qui le double et c'est très bien. Mais j'ai un peu fui. Je souffrais quand je le doublais. Quoi. Il y avait un truc. Je me sentais pas à l'aise dessus. Je me sentais pas. Voilà, c'est un peu idiot parce que les acteurs devraient pas se juger en fait. J'ai fait un peu de l'autocensure. Voilà. D'accord. Du coup, on va passer un petit peu sur le jeu vidéo. T'es aussi assez prolifique quand même. Donc, t'es notamment la voix de Jack dans la série Jack and Daxter, par exemple. T'es aussi la voix de Spider-Man Amazing dans le jeu Spider-Man Dimension. Corsorix dans le MMORPG, Star Wars The Old Republic. L'Outsider dans Dishonored. Les 2 Dishonored d'ailleurs, ainsi que par exemple le Roi Soleil Avad dans Horizon Zero Dawn, pour prendre un jeu un peu plus récent. Même question pour le cinéma, sans forcément prendre ceux que je t'ai cités. Est-ce que dans le jeu vidéo tu as eu des expériences sur des personnages précis qui t'ont peut-être plus marqué que d'autres, si tu t'en souviens? Alors le jeu vidéo, c'est assez particulier parce que souvent je trouve que pour les comédiens c'est pas toujours facile, parce que c'est beaucoup plus frustrant, je trouve, que le doublage, parce qu'il n'y a pas de... Encore que maintenant, avec la technique, ça évolue et qu'on a des cinématiques et tout ça, donc on prend plaisir. Mais souvent on n'a pas de visuel. Donc la création est tu travailles pas dans le vide, mais tu fais confiance à celui qui te dirige, mais c'est compliqué en fait. On te met dans le casque, si tu veux, la référence audio américaine, la plupart du temps évidemment américaine, et tu te bases là-dessus pour comprendre très rapidement qu'est-ce qu'il y a à jouer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc c'est pas toujours
très amusant pour le comédien. Et puis alors, je vais te dire la vérité, c'est que moi, étant très peu joueur, je ne vais pas voir j'ai jamais été joué après pour voir qu'est-ce que ça donnait. J'ai des souvenirs de certains jeux, là tu m'en as pas parlé, j'avais fait sur un jeu espagnol, c'était épuisant à faire, mais ça m'avait assez amusé. C'est il y a quelques années ça déjà, c'était un jeu espagnol. Non, j'ai eu une belle aventure aussi, j'ai doublé une fois un personnage dans un jeu vidéo qui était d'après une BD d'Enki Bilal. Donc c'était Enki Bilal était là. Ouais. Ah oui. Et superviser un peu il est venu au début pour voir si tout se passait bien, et puis au bout d'un moment il a dit bah ça se passe très bien, je m'en vais. Bravo. Donc j'étais assez content. Oui, c'était très voilà. Donc après non, j'ai pas voilà, tu sais, tu prends plaisir, il faut toujours s'amuser dans ce que tu fais. Donc au moment où tu es en train de faire un personnage, un jeu, bah faut s'amuser. D'accord, très bien. Du coup, pour finir un petit peu avec les rôles, on va passer rapidement sur l'animation où tu es aussi assez actif. Là, pour le coup, tu es assez connu quand même pour être la voix de Jack, le samouraï Jack, du coup. Dans la série éponyme. Ouais. T'as aussi repris ton rôle de Hulk du film à la base avec Edward Norton qui était sorti en 2008 je crois, quelque chose comme ça, dans les films d'animation qui étaient sortis quelques années après. Il y a une série de films d'animation qui était sortie où du coup tu avais repris ton rôle de Hulk, de Denai dans Frères des Ours, de Zek Merkis dans l'animé Mobile Suit Gundam Wing, vieil animé japonais. Et Elio dans Pokémon Génération, un peu plus récent. Et du coup là encore même question, dans l'animation, quelles sont un petit peu tes expériences dedans? Est-ce que t'as peut-être eu encore une fois un personnage en particulier que t'as apprécié Bon, écoute, non, l'animation c'est très agréable. Ne faire que de l'animation, je pense qu'au bout d'un moment c'est un peu pénible. T'es content de retrouver des humains et du vrai jeu, des vrais comédiens. Mais l'animation, ça permet, à moins que ça soit très réel, très réaliste. Sinon, la plupart du temps, c'est totalement excessif l'animation. Donc souvent, t'as des personnages très drôles à composer, à chercher. T'as beaucoup plus de liberté au niveau. Alors là, évidemment, au niveau sonore, au niveau voix, tu peux t'amuser avec beaucoup. Il y a des dessins animés où tu peux t'amuser à chercher des trucs insensés. Donc voilà, c'est beaucoup plus, c'est plus ludique évidemment. D'accord. Donc j'adore faire ça. Moi je trouve que j'en fais pas tant que ça. Oui, justement, je voulais y venir et je voulais savoir un petit peu. Non, mais parce que je pense qu'on me catalogue un peu comme quelqu'un d'un peu sérieux. Pendant longtemps, j'étais le jeune premier, la voix du jeune premier, donc machin. Donc on me file rarement des personnages débiles ou idiots. Alors que j'adore faire ça, mais bon. D'accord. Voilà. C'est très bien, au moins t'as anticipé une de mes questions. Justement, pour rester un petit peu encore dans l'animation, étant donné que t'as fait un tout petit peu d'animation japonaise, je sais pas si tu t'en souviens, t'en as pas fait tant que ça, mais t'as eu... les Gundam, je m'en souviens très bien. Hein, mais... Ah bah très bien, justement. Je voulais revenir là-dessus. Alors, sur le côté technique plus, entre guillemets... alors t'as l'habitude de bosser sur de la VO anglaise, mais bosser sur de la VO japonaise, est-ce que ça t'a pas dû justement donner une difficulté peut-être supplémentaire? Comment t'as vécu le truc, sachant qu'en plus t'en fais pas... Non, pas fait non. Ça, alors finalement. En plus, je me demande si les Gundam, il y avait pas déjà une... Est-ce qu'on travaillait sur une version anglaise peut-être déjà? Moi, je pense qu'on travaillait sur une version anglaise. Je pense que c'était déjà doublé. Il arrive souvent qu'on travaille sur une version anglaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas la version japonaise. Après, moi, je suis pas un grand spécialiste des mangas et tout ça. J'en fais pas beaucoup. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils travaillent sur du manga japonais en version japonaise? C'est possible. Écoute, bah, tu t'adaptes. De toute façon, le dessin animé, le dessin est tellement expressif que toi, derrière le micro et d'abord, d'accord, tu vas t'inspirer de ce que tu entends, mais même si les codes de jeu sont différents, on n'est pas sur du live, on est sur du dessin animé, donc c'est tellement grimaciant, oui, expressif, beaucoup de grimaces que toi, tu y vas, quoi. Je veux dire, donc, je veux dire, si c'est des cris, des, enfin, je veux dire, bon, tu vois comment c'est je pense pas que ça soit si perturbant d'être sur une version japonaise. D'accord. Du coup, par rapport à Hulk dans les films d'animation, du coup, tu avais repris le rôle par rapport au fait que tu avais fait Edward Norton dans le film live. Oui. Du coup, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que à l'époque où le film Avengers est sorti, est-ce que
ils t'ont peut-être fait repasser des essais pour Mark Ruffalo, ou alors une voix avait déjà été prise d'office. Non, une voix on m'a pas fait passer d'essai. D'accord. Non. C'est pas le même acteur, donc de toute façon, on s'adresse forcément à celui qui a tendance à doubler Mark Ruffalo. Ouais, d'accord. Même si après, c'est le même personnage chez Hulk, c'est pas le même acteur. Donc autant, si tu veux, quand c'est le même acteur qui est dans différents films, ça paraît logique d'essayer de garder une même voix et tout ça. Autant à partir du moment où l'acteur est pas le même si c'est pour interpréter le même personnage, c'est un autre film. Donc... L'acteur prime sur le personnage. Ah ouais, bien sûr. Du coup, maintenant qu'on a abordé un petit peu les trois, je dirais, genres principaux du doublage, est-ce que toi, t'as un type de média dans lequel tu préfères exercer, que ce soit l'animation, le live, jeu vidéo, c'est lequel sur lequel tu prends le plus de plaisir, du coup? Oh non, mais moi, je préfère Non, alors, ce qui me plaît énormément dans mon métier, c'est justement de ne pas être coincé dans une seule et même discipline. C'est de pouvoir passer d'un secteur à l'autre, du documentaire au jeu vidéo, au doublage, doubler un jour un dessin animé, après tu doubles un gros film énorme, après tu doubles un navet, après tu doubles les équipes changent en permanence, tu travailles avec des acteurs tout le temps différents, mais en même temps tu recroises souvent les mêmes personnes. Moi c'est ça que j'aime. Après, si tu veux, ma sensibilité première, c'est ce que je préfère, c'est travailler sur un vrai film. Et c'est vraiment, c'est un grand plaisir, si tu veux, de travailler sur un film cinéma, dans des grands studios, d'avoir le temps de travailler. Tu vois, je veux dire, là, c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus agréable, je pense. Mais si je ne faisais que ça peut-être que ça m'ennuierait. Ce que j'aime, c'est justement chaque jour, je fais des choses différentes. Enfin, j'exagère un peu, mais... Oui, mais c'est la diversité qui te fait aimer le métier. Du coup, pour revenir un petit peu sur le côté jeu, est-ce que toi, tu as un style peut-être de personnage, un archétype que tu préfères interpréter plus que d'autres? Non, moi, j'ai pas de préférence... Non, j'ai pas de préférence particulière. Ce que j'aime, c'est doubler des grands acteurs, qui ait de la variété, qui ait du jeu, qui ait des. Moi, ce que j'aime, c'est les scènes où il se passe quelque chose entre. C'est de travailler sur la patte humaine entre guillemets. C'est ça que j'aime. Moi. Donc, c'est de comprendre, décrypter quelles émotions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est d'arriver à trouver des choses un peu dans la subtilité. Ça peut être très agréable. Tu sais, parfois, ça tient sur pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui fait que une phrase fait mouche et l'autre elle ne le fait pas, et ça tient sur rien. Moi c'est ce que j'aime, mais encore une fois, si c'était que ça, peut-être que je me lasserais. C'est bien qu'il y ait un peu de tout, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, on va revenir un petit peu sur la popularité un petit peu du doublage. On en parlait un petit peu précédemment. Le doublage, c'est quand même un domaine finalement assez qui fait un peu fantasmer les gens finalement, en tout cas ceux qui le découvrent aujourd'hui. Ça a quand même acquéri une nouvelle popularité depuis quelques années. Qu'est-ce que toi tu penses de de cet élan de popularité sur le doublage en général, sans forcément cibler quoi que ce soit? Écoute, c'est très surprenant, parce que pour ceux qui ont démarré il y a maintenant pas mal de temps, c'était pas du tout comme ça, évidemment. Tout ça est arrivé avec l'ère du numérique, avec l'internet, je pense. C'était quelque chose dont on parlait pas avant. C'était quelque chose qui n'était pas forcément... ça, c'était il y a très longtemps. C'était quelque chose... Il fallait pas le dire dans le métier. Si tu tournais, il fallait pas dire que tu faisais du doublage. Soi-disant, c'était les gens ringards qui faisaient du doublage. Bon, évidemment que si c'était aussi... C'est vraiment caricatural, c'est vraiment pas aussi simple. Je veux dire, des gens bien et des gens pas bien, il y en a dans tous les secteurs. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Donc je pense que cette popularité, je pense que tu vas peut-être un peu loin. Disons qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent. Une sorte de reconnaissance qui n'est pas désagréable. Pendant très longtemps, ça a été un métier complètement dans l'ombre, puisque évidemment,
c'est la personne qui est à l'écran qui est connue, c'est pas du tout celui qui est dans l'ombre, ce qui paraît logique, hein, c'est quand même lui qui a tourné. Mais une sorte de reconnaissance pour te dire quand t'as bien travaillé, c'est plutôt agréable. Je veux dire, le public qui te dit j'adore, j'aime votre voix, j'adore quand vous doublez tel acteur, je trouve que c'est super. Je vais pas te serait mentir que de dire que ça me fait pas plaisir, ça fait très plaisir. Après, voilà, je pense pas popularité, je pense que tu vas peut-être un tout petit peu loin. En tout cas, je pense que c'est bon, c'est bien qu'on en parle plus qu'avant. Je pense, c'est bien qu'on le sache. Il y a énormément d'acteurs maintenant qui veulent faire du doublage, alors que il y a 25 ans, ils auraient jamais voulu en faire, mais tout le monde a bien compris qu'il fallait, pour vivre, il fallait travailler. Hein, et quand tu tournes pas beaucoup, bah t'es content de, même si quand tu tournes, t'es fier. Après, quand t'attends 3 mois pour faire un autre tournage, t'es bien content de travailler pendant ce temps-là. Et le doublage est un vrai travail de comédien. Très compliqué, je pense, plus compliqué que, enfin, parce qu'il y a une part de beaucoup plus technique que le reste. Mais après, bon, ça reste, c'est pareil, ça reste un jeu de comédien. Ok. Justement, par rapport au travail de comédien, quels seraient, toi, tes conseils, entre guillemets, ou en tout cas tes conseils, on va dire ça simplement, pour des gens qui voudraient justement rentrer dans le milieu et faire en fait ce boulot, quoi, du coup, simplement. Oui. Alors, il faut pas rentrer dans ce milieu, ça voudrait dire, je pense qu'il faut pas avoir pour objectif de se dire j'ai envie de faire du doublage, parce que d'abord, on ne sait pas si dans 20 ans il y aura encore du doublage, parce que les techniques évoluent tellement vite qu'on n'en sait rien. Non, je plaisante un peu, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Je pense que c'est une corde de plus à ton arc. C'est-à-dire, si tu es comédien, si tu es capable d'être... t'es aussi bon au théâtre, devant une caméra, derrière un micro, que tu es capable, que t'es polyvalent, que t'es bien dans plein de domaines, tant mieux pour toi. Mais il faut pas se fixer de ne faire que du doublage, parce que ou alors ce serait que du dessin animé, et encore ce serait très réducteur. Non, je pense que on ne peut pas être si tu veux être bon en doublage, il faut que tu sois... Je pense aussi qu'il faut que tu sois capable il faut que tu aies pris des cours de théâtre, il faut que tu saches ce que c'est que le jeu, il faut que tu te frottes à d'autres disciplines, d'autres disciplines, d'autres branches du métier, quoi. Je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, les conseils que je donnerais, évidemment, c'est d'abord de faire du théâtre, parce que pour moi, le théâtre, c'est quand même la voie royale, et c'est un amusement qui est extraordinaire. C'est quelque chose d'incroyable. C'est de la scène, quoi. C'est comme si tu demandais à un musicien la différence entre enregistrer dans un studio et aller sur scène devant du public. Bon, je pense que il aime bien faire les deux, mais enfin la scène, il y a quelque chose d'assez kiffant. Voilà. Donc oui, il faut prendre des cours de théâtre, et après, par contre, il faut se fermer aucune porte. Il faut faire des stages de tout ce qui te passionne. Il y en a qui adorent faire du clown, d'autres du mime, d'autres... Enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein de choses possibles. D'accord. Du coup, t'as doublé dans beaucoup de films, du coup, pas mal de gros films d'ailleurs, puisque tu doubles quand même de gros acteurs, et des séries du coup qui sont distribuées par différentes sociétés. Est-ce que toi t'as eu des différences majeures parfois dans les conditions de doublage que t'as pu observer au fur et à mesure des années? Ou est-ce que c'est toujours plus ou moins... Non, dans l'ensemble, c'est toujours plus ou moins pareil. Après, si tu veux, il y a des... Non, mais tout ça, c'est toujours pareil, c'est une question de budget. Parfois, il y a certaines sociétés qui veulent, pour économiser et pour faire pour faire des économies, vont dégrader, entre guillemets, un peu, dégrader, le mot est un peu fort, les conditions de travail. Donc, on va te demander d'aller plus vite, on va avoir un texte qui est moins bon parce que on aura demandé à l'auteur d'aller plus vite, j'en sais rien, c'est des choses comme ça, quoi, voilà. D'accord. Donc après, si il y a certaines sociétés qui sont royales, parce que tu sais qu'on aime le travail bien fait, entre guillemets, en tout cas c'est pas ça, c'est que le budget est là, qu'a priori on va pas être là et te dire vite dépêche-toi, mais attends, je voudrais la refaire, non t'as pas le temps. Bon. Et puis il y a d'autres sociétés où on sait que c'est des sociétés qui, pour avoir le contrat, elles ont fait un devis au rabais. Donc forcément, si le devis est au rabais, on va te demander de travailler d'une façon différente. Alors bon, de temps en temps, c'est bien aussi d'aller vite. Bon, voilà. Donc
Donc il peut y avoir dans ta tête un petit classement de société, mais je veux dire, les conditions de Ouais. travail, elles restent entre guillemets les mêmes. D'accord. Est-ce que tu fais attention aux critiques positives comme négatives qui sont faites par rapport à la VF, toi, ou en tout cas sur ton travail, je dirais. Bah, ça rejoint à ta question de tout à l'heure, Ouais, de c'est-à-dire tout à que l'heure. quand les gens viennent te... Enfin, il y en a pas tant que ça, mais c'est vrai que Ouais, si tu veux, par les réseaux sociaux, maintenant, tu as des gens qui t'écrivent, qui t'envoient des... Bon, voilà. Donc, quand tu reçois des compliments, que tu vois que les gens aiment ton travail, ça, ça te fait plaisir, quoi. ouais, Après, t'es aussi très à l'écoute des gens du métier. Il y a des gens qui travaillent dans ta branche. C'est toujours très agréable d'avoir des gens pour qui tu as de l'estime qui viennent te voir et qui te disent c'est vraiment bien ce que tu as fait sur le dernier. ouais. Tu vois, bon, voilà. Les critiques de VF, je pense que c'est bien. Ouais. Je ne sais pas s'il y a parfois il y a des, si tu veux, je pense que bon, il y a une part de snobisme à dire que faut surtout pas regarder les films en VF. Je pense que tout Ouais, ouais. ça, euh, évidemment que une VF sera jamais une VO et que une version française, c'est bon, bah oui, c'est un film qui est un peu déformé. Il est forcément déformé parce que d'ailleurs, de toute façon, il parlait pas français, le gars. Oui, Donc il se passe, donc voilà, donc forcément, il va se passer autre chose et tout ça. Après, dire c'est mieux ou c'est moins bien, ça dépend vraiment du film, ça dépend de l'importance que tu y portes. Donc c'est pas vrai. Il y a des doublages qui sont formidables, il y a des doublages qui sont ratés, il y a des doublages catastrophiques et il y en a d'autres qui sont meilleurs que la version originale. Il y a qu'à le dire, c'est vrai. ouais. Euh, donc, en tout cas, je pense que c'est pas mal pour que si les critiques sont justes, justifiées et honnêtes entre guillemets, Ouais. elles sont bonnes à prendre. D'accord. Je veux dire, je vois pas pourquoi quand tu joues au théâtre, tu te tapes des critiques. Et je vois pas pourquoi un doublage, on ferait pas une critique d'un doublage. Si, pourquoi D'accord. pas, c'est très bien. Et ça pourrait être plus développé. On peut pas dire qu'il y a Ouais. énormément de critiques de doublage, c'est des avis Ouais. personnels souvent. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. D'accord. Bah, du coup, qu'est-ce qu'un doublage réussi selon toi? Question compliquée. Oui, c'est compliqué parce que si tu veux, la complexité du doublage, c'est une chaîne et qu'il faut que toute la chaîne soit de qualité pour que le doublage Ouais. soit réussi. Voilà. Donc à partir du moment où il y a un des éléments, il y a un chaînon qui est moins bon, il y a un maillon faible, Ouais. et ben ça peut détériorer le reste. Voilà. Ouais. Donc un doublage réussi, c'est un doublage où toute la chaîne il n'y a pas de maillon faible. Ouais. Voilà. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire dans le rendu je ne sais pas, ça veut dire que les acteurs ont été choisis à propos, que l'adaptateur a fait un travail remarquable et que du coup ça marche hyper bien, que le directeur artistique était sur le coup, qu'on a eu le temps pour le faire, que l'ingé son a fait un son d'enfer, que le mixage est réussi, je ne sais pas, et que du coup quand tu le regardes, tu te poses pas la question, tu te dis Ouais. pas ah j'aime pas ou je sais pas, Ouais. c'est que tu regardes le film sans te poser de questions et que si tu as un vrai doublage réussi, pour aller plus un peu dans le détail, quand tu doubles une scène, si la scène elle est réussie, il faut que quand tu l'écoutes en VO, quand tu l'écoutes en VF, Ouais. tu reçoives les mêmes émotions. À partir du moment où dans une des versions, il y a moins d'émotions, ça veut pas dire l'émotion, c'est pas forcément pleurer, hein. Oui, oui. C'est ce que ça véhicule. Euh, si l'ambiance, l'atmosphère, si les émotions qui te traversent ne sont pas les mêmes, alors soit elles sont, eh ben, il y a un décalage. Ouais. Voilà. Je veux dire, si tu regardes une scène en VO, j'ai n'importe quoi, puis d'un seul coup, quand l'acteur il dit ses phrases, t'as envie de te marrer et tu te marres, et qu'après, quand tu l'écoutes en VF, tu souris mais t'as pas envie de te marrer, Ouais, bah, ouais. a priori, c'est raté. Ouais. Voilà. D'accord. Mais bon, non mais j'ai pris un cas extrême. Oui, bien Après, sûr, mais si t'es traversé par les mêmes choses, tu te marres au même moment et tout, c'est que c'est parfaitement réussi. Et yes. alors, il peut y avoir encore mieux, c'est-à-dire que en VO, bon, tu regardes ça, bof, bof, ouais, c'est pas mal. Et d'un seul coup en VF, tu le regardes et tu Ouais. te marres et tu t'éclates et tu trouves ça génial. Bah la VF est meilleure. Enfin, je veux dire, Ouais. voilà. D'accord. Très bien. Bah, du coup, pour revenir un petit peu sur la complexité un petit peu du doublage, est-ce que toi, à titre personnel, il y a des choses que tu trouves, entre guillemets, est-ce que tu as des difficultés dans le doublage? T'en parlais un petit peu avec Matt Damon, où parfois tu avais un peu du mal à le trouver ou quoi. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le doublage? Ça peut être d'un point de vue technique,
Non, bah, le plus compliqué, c'est quand on te donne à doubler un comédien que tu ne sens pas. Ouais. Et ça, c'est intuitif, c'est quelque chose de. D'abord, tu ne travailles qu'avec. Bon, même si tu es en vrai jeu, c'est quand même la voix qui prime. Et ta voix, que tu le veuilles ou non, tu vas pas inventer une voix que tu n'as pas. Tu peux trouver des choses, de la maturité, de l'autorité, de la fragilité, trouver les choses qu'il doit y avoir. La voix, elle véhicule tout ton être, elle véhicule tout ton jeu. Donc elle est hyper importante. Mais après, si ta voix, t'as le sentiment qu'elle ne colle pas sur le physique du type qu'on te donne à doubler, bah, c'est très désagréable. Donc du coup, tu peux tricher pour essayer d'être un caméléon, quoi. Il faut que tu sois un caméléon pour adapter ta voix au comédien, voilà. D'accord. Donc ce qui est le plus difficile, c'est quand tu as le sentiment que ta voix n'est pas adaptée, que tu n'arrives pas à trouver l'acteur, tu n'arrives pas à ce qu'on dit le remplir. Ça c'est vraiment. Alors ça c'est un truc, c'est typiquement les hommes, il faut toujours avoir une grosse voix bien grave, et tu as toujours l'impression que tu as une voix fluette par rapport. Alors ça c'est redoutable. C'est-à-dire que quand tu arrives, qu'on te dit tu vas doubler tel acteur et que le mec il a une voix d'outre-tombe, tu te dis mais merde, je vais être hyper léger, c'est pas possible. Alors que tout ça est vraiment ridicule parce que après tout. Mais c'est un truc c'est que t'es l'âge du rôle, quoi, entre guillemets. C'est un truc que j'ai remarqué d'ailleurs, maintenant que t'en parles, c'est vrai que les comédiens, les acteurs américains en général, surtout les Américains, j'ai remarqué, ils ont tendance à avoir une voix grave, enfin en tout cas un phrasé assez particulier, où ils articulent un peu, ils ont un peu du mal à articuler et du coup ils parlent souvent dans les graves. Et c'est vrai que quand on compare souvent les versions originales et les versions françaises, on se rend très souvent compte que l'acteur qui le double en VF, du coup, a souvent une voix un peu plus aiguë, je trouve. Ouais, mais moi je pense que c'est bon, alors après, il faudrait demander à des ingé-sons. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de traficotage pour que les mecs ils aient une voix grave. Allez, c'est possible. On tourne les boutons et puis et puis ils parlent tout doucement. Ils ont une voix hyper bien prise avec le micro cravate là qui est ici dans la gorge. Alors il faut aussi comprendre que faudrait demander à un phoniatre, moi je sais pas, mais les langues, elles ne sont pas placées de la même façon. C'est comme ça. Donc il y a des langues, la façon de parler est différente, la voix se place différemment suivant les langues, et du coup tu peux pas avoir le même, voilà. Mais c'est un truc que j'ai remarqué surtout chez les Américains parce qu'ils ont une façon de parler assez ou alors particulière. C'est l'inverse, ils ont une voix totalement nasillarde. Donc tu vois, enfin bon, non mais c'est vrai. Donc c'est très curieux, quoi. Et c'est un truc que j'ai surtout remarqué sur l'articulation chez les Américains. Et du coup, ça leur fait parler un peu plus grave. Pourtant, je peux te dire que sur la côte ouest, souvent en Californie, ils ouvrent des fours beaucoup plus que les Français. C'est ça aussi, souvent on dit le doublage, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais ils se rendent pas compte qu'il faut remplir. Je veux dire, quand t'as un acteur à l'écran qui ouvre des fours pas possible, c'est-à-dire qui surarticule tout. Oh my God, man! C'est tellement pas un critère de jeu, si tu veux, qui correspond. Aucun Français ferait ça. Donc si tu veux, tu dois trouver la sincérité, la vérité là-dedans. C'est toujours une question de vérité. Si tu trouves ta propre vérité, donc si t'es vrai, bah ça marche. C'est sûr que quand tu fais des trucs artificiellement, si on sent que c'est complètement faux, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais et c'est ça qui est pas facile. Ouais, c'est vrai que justement ça me refait penser encore à une expérience. J'avais regardé la série The Walking Dead en VO, en grande partie. Et il y a un personnage du coup qui s'appelle Negan dedans et qui lui est un petit peu américain, typé un peu texan, un peu j'en fais un peu des caisses, et je me suis dit mais comment ils vont faire pour doubler ça en VF. Et c'est vrai que c'est un truc qui vient souvent en fait quand on est habitué à la VO, on se dit mais comment ils vont faire pour doubler ça en VF, surtout pour des gens très expressifs. Et justement t'en parlais, c'est vrai que pour trouver l'équilibre en français pour doubler il faut ce genre trouver et ben voilà un vrai travail d'acteur, c'est qu'il faut qu'il y ait l'acteur qui a dû le doubler, enfin je sais pas, c'est Jérémy Covio du coup qui le double. Et ben il faut qu'il trouve, il faut qu'il trouve comment l'aborder, quoi. Il va trouver des trucs qui font que ça va marcher, et puis quand il l'aura trouvé, une fois qu'il a trouvé le personnage, il le possède, et après c'est bon, tu vois. Mais c'est vrai alors avec le directeur artistique, tu cherches des pistes. Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire que les accents sont forcément gommés en français. Parce que on va te demander, d'abord en France, on demande aucun accent. Donc jamais on va s'amuser à te dire tiens, tu vas prendre un accent du Berry, un accent marseillais, un accent de machin. Non mais je veux dire, ça n'existe pas. Donc eux, forcément, tout ce qui est typé. Alors ça, c'est là la version française, elle a tendance à aplanir tout ça, à édulcorer toutes les petites choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un Texan qui répond à un New-Yorkais, tout ça, ça c'est gommé forcément. Alors après c'est dans le
c'est dans le jeu, c'est dans ce que dégage l'acteur. On peut trouver un truc peut-être, si tu veux, je vais être un peu caricatural, mais on va dire que le Texan, il est un peu brutal, un peu brut, un peu. Ouais, dis donc, j'exagère un peu parce que là j'ai pris un accent parigot. Voilà, oui. Mais ça va dépendre de ce que dégage le type. Donc faut trouver comment les différencier, mais on peut pas, il y a pas d'accent. Donc ça c'est sûr que le doublage gomme toutes ces choses là. Hein. Ok. Du coup, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait, mais est-ce que l'activité de directeur artistique, c'est quelque chose qui toi, te plairait de faire Alors écoute, un jour, si tu n'en as pas déjà fait? Si, je le fais un tout petit peu. Ouais. Je le fais un tout petit peu. Voilà, c'est venu parce que j'ai sur un produit, il fallait remplacer voilà, on s'est partagé avec un copain. Et du coup, je me suis mis à diriger un tout petit peu. Ouais. Moi, je trouve ça, évidemment, j'adore ça. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant de diriger les acteurs. Après, si tu veux, bon, alors c'est. Oui, enfin voilà. Si tu me demandes si c'est quelque chose qui me plaît, oui, c'est quelque chose qui me plaît. Si je faisais que ça, je pense que ça ne me plairait pas. Mais je pense que ponctuellement ou de temps en temps, c'est quelque chose d'assez agréable. Voilà. D'accord. Ok. Je sais qu'en général, ou en général même quasiment tout le temps, les comédiens préfèrent se donner la réplique à minima en duo, je dirais, derrière la barre quand il y a un doublage, donc ne pas tout le temps être tout seul. Mais du coup, est-ce que être seul a finalement aussi parfois ses avantages, puisqu'on sait que les comédiens sont de plus en plus seuls face au doublage. Est-ce que du coup ça a aussi ses avantages d'être seul Oui, ça peut avoir aussi ses avantages. Alors, je vais te dire pourquoi, c'est que quand tu es seul, l'attention n'est focalisée que sur toi. Évidemment, tu étais seul. Donc, quand tu travailles une scène, on ne s'intéresse qu'à toi. Tu peux reprendre autant de fois que tu veux sans déranger ton camarade, ou ta camarade, évidemment. Et donc, alors c'est plus fatigant parce que tu ne te reposes pas beaucoup, parce que c'est toujours toi qui bosses. Mais voilà, c'est ça l'avantage. C'est que tu peux reprendre autant de fois que tu veux sans déranger personne. Enfin, sauf si t'es pris par le temps. Mais donc ça peut te libérer d'une petite pression ou de choses comme ça. Voilà. Après, moi, j'ai tendance à dire que, évidemment, moi je trouve que c'est 100 fois mieux de donner la réplique. Oui. Alors, alors, de la même façon que quand t'es seul, ça peut être ça. Ça dépend du type de film en fait. Ouais. Je pense que sur certains films, si tu es seul, c'est pas dramatique. Mais il faut que le directeur artistique soit bien vigilant parce qu'après, celui qui passe après, il faut que quand la réplique soit donnée, que ça matche bien. Mais c'est tout à fait. Il y a des films où il y a peu de dialogue finalement. Voilà. Après, quand il y a du vrai dialogue, de la vraie interaction entre les acteurs, non, c'est moins bien. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a moins de surprises. Parce que tu es obligé d'imaginer ce que l'autre va te faire. Donc tu comprends. Oui. Donc tu l'imagines de la façon dont toi tu l'aurais joué, forcément. Ouais. Et la plupart du temps, ça va matcher. Mais tu peux être surpris, si tu veux, par le comédien à côté de toi qui va d'un seul coup te sortir la phrase d'une façon dont tu aurais pu ne pas t'y attendre. Et du coup, tu vas répondre différemment. Il va se passer quelque chose. D'un seul coup, la vie, il se passe autre chose, quoi. Et c'est ça que tu vois, tu me demandais qu'est-ce qu'un doublage réussi, un doublage raté, mais quand il y a de la vie entre les acteurs, quand ils se sont donné la réplique et qu'il y a de la vie, le doublage est réussi. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que si tu as enregistré seul, le doublage est raté, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui, il y a une plus-value à être avec. Il y a plus de surprises. Tu peux être surpris par des choses. Oui, d'accord. Pour revenir un petit peu sur ton expérience globale, sur ta carrière, et quelles ont été, je dirais, tes meilleures expériences, tes meilleurs souvenirs dans le doublage Oh, les meilleurs, j'en sais rien, j'en ai eu beaucoup, oui, bien sûr, parce que si tu veux, il y a des films où d'abord, il y a des films où l'ambiance sur le plateau est top, donc du coup, tu passes un moment formidable. C'est un peu moins vrai aujourd'hui parce que c'est vrai que les gens sont moins ensemble quand on enregistre, mais tu pouvais avoir un phénomène de troupe, quoi, même au doublage, quoi, forcément, de la même façon que quand tu tournes, t'es toujours avec les mêmes comédiens, bon bah, il y a quelque chose une sorte de troupe qui peut se créer, donc si l'ambiance, elle peut être formidable, voilà. Après, il y a des rencontres merveilleuses par des directeurs artistiques qui
te dirige très très bien et du coup qui te pousse, qui te propulse, qui t'améliore. Donc ça c'est top, c'est dans le travail, c'est faux système, c'est agréable. Après j'ai des belles expériences parce que j'ai donné la réplique à des comédiens ou des comédiennes qui m'ont touché, qui m'ont bluffé, et donc c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Après, il y a des films que tu trouves exceptionnels et t'es heureux d'y participer. T'as l'impression d'avoir participé à des films exceptionnels que tu tourneras jamais. Ouais. Et que, voilà. T'as participé en tout cas à une web-série et une BD en version audio, donc t'as eu le court-métrage Le Sceau de la corruption, dans lequel tu as été acteur du coup, dans une web-série, et tu as participé du coup à la version audio de la BD Witch Memory, il y a encore pas si longtemps que ça. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces deux expériences qui sont du coup un peu à côté du doublage, mais qui restent quand même liées finalement? Oui, bah Le Sceau de la corruption, c'est un court-métrage qu'on a tourné, bon, maintenant ça fait maintenant le temps a déjà passé, mais ouais, un petit moment. non, c'était un casting, j'avais passé un casting et le réalisateur m'avait choisi pour ce personnage. C'était assez amusant parce que c'était un film qui se passait, comment on dit, un peu heroic fantasy, c'est ça, un peu épique quoi. Ouais. Donc c'était très agréable. J'avais un costume incroyable, j'avais des combats d'épée, tout ça. Enfin voilà. Ouais, j'avais vu. Donc c'était une très bonne expérience. Il avait l'espoir il avait envie d'essayer de développer son concept et de faire une suite et tout, mais bon, il est parti sur différentes pistes. Ouais. Donc ça ne s'est pas fait. Voilà. Bah ça c'est mon métier quand je tourne quoi. Alors c'est vrai que moi je tourne pas beaucoup, mais j'étais ravi de tourner de temps en temps. Alors c'est vrai que parfois il y a des jeunes réalisateurs qui ont envie d'aller chercher les acteurs dont ils connaissent les voix. C'est arrivé, c'est amusant. Ouais. Après la BD, ça c'est par ma copine Brigitte Lecordier que je me suis retrouvé là-dessus, je crois. C'est elle c'est elle qui s'en occupait. Ouais, il me semble que c'était ça. Oui. Voilà, et donc elle m'a demandé si je voulais faire un personnage. Mais là c'était un peu comme faire un jeu vidéo là en fait. C'était un concept un peu comme ça. D'accord. Voilà, c'était amusant. D'accord, très bien. Du coup, pour terminer, j'ai une question par rapport aux conventions. Je sais pas si tu as déjà été invité à ce genre de salon. Si, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Parce que ça te permet aussi de rencontrer justement des gens qui apprécient ton boulot, j'imagine, quand même. Ah, c'est ça, donc, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. On est assez surpris, en fait. On est assez surpris par ces conventions, par le public de ces conventions. On s'attend pas à ça en fait. On est tellement on a tellement été habitué d'être dans l'ombre que t'es assez surpris. Mais enfin, ceci dit, il m'est arrivé au sortir de théâtre, tu joues et à la sortie t'as des gens qui t'attendent alors que tu joues. Enfin bon, je suis absolument pas une star, j'ai pas joué du tout dans des trucs exceptionnels, et donc là aussi t'es surpris de voir que quelqu'un t'attend pour signer un autographe. Donc voilà, ces conventions, je les trouve très très bien. Écoute, moi j'ai tendance à pas en faire trop. J'en ai fait un tout petit peu, une fois de temps en temps. Quoi, j'ai pas envie de, je me sens pas d'en faire trop. Mais j'ai rien. Mais je trouve ça très bien. D'accord. Bah écoute, finalement, on a réussi à terminer cette interview sans encombre. Oui, ça a bien marché, finalement. Écoute, voilà. J'ai une oreillette, mais bon, c'est pas grave, c'est comme à la télé, j'ai mon oreillette. Voilà. Du coup, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions. Puis du coup, je remercie aussi les gens qui regarderont la vidéo plus tard sur ma chaîne YouTube. Du coup, voilà, je te dis au revoir et salutations à tous ceux qui regarderont la vidéo. Au revoir à tous, merci, et puis à bientôt peut-être.